L'être humain cherche toujours à dépasser ses limites. Il cherche à conquérir les airs, l'espace et finalement les océans, créant des moyens permettant d'aller toujours plus vite et toujours plus loin. Nous nous intéressons à la vitesse subaquatique et les manières d'augmenter celle-ci afin qu'un objet sous-marin aille le plus vite possible sous l'eau. Nous nous sommes intéressés au sujet de la vitesse sous-marine en tombant par hasard sur un article parlant des manchots, animaux extrêmement hydrodynamiques qui possèdent une méthode unique et efficace pour se déplacer rapidement dans l'eau. Les manchots utilisent une forme de supercavitation pour accélérer. Notre problématique: de quelle manière un objet peut-il se déplacer le plus rapidement possible sous l'eau? D'abord, nous examinerons les obstacles à la vitesse que présente un environnement sous-marin, puis nous observerons les solutions que nous pouvons trouver dans la nature. Ensuite, nous étudierons un phénomène scientifique qui permet d'accélérer sous l'eau, la supercavitation. Finalement, nous mettrons en œuvre nos idées et théories pour créer une modélisation de notre objet, n'ayant ni les moyens ni les capacités pour le créer physiquement, et nous considérerons les applications réelles de notre objet. La première chose à laquelle on pense lorsque l'on parle d'augmentation de la vitesse, c'est la réduction de la friction, qui est un composant principal de la traînée. La traînée est l'ensemble des forces qui s'opposent au déplacement de l'objet dans un fluide. Elle inclut l'inertie, la friction des matériaux et le profil de l'objet. La vitesse du fluide tend à diminuer à la surface de l'obstacle. Ces vitesses sont atténuées par la viscosité du fluide, selon un phénomène comparable à un frottement solide se traduisant par un échauffement. Pour les vitesses très faibles, correspondant à un très petit écoulement, la viscosité prédomine. Plus l'écoulement augmente, plus la viscosité a du mal à freiner l'écoulement général. La zone de variation des vitesses se rétrécit et forme une couche limite qui concentre l'essentiel des effets visqueux. Au départ, l'écoulement y est laminaire. Les filets fluides suivent sagement la forme de l'obstacle. Lorsque l'écoulement devient turbulent, les trajectoires des particules contenues dans la couche limite deviennent irrégulières. Elle est alors plus épaisse et dissipe plus d'énergie que la couche laminaire. Il paraît donc souhaitable de repousser autant que possible cette transition pour minimiser le frottement, mais dans certains cas, il est préférable de maintenir la turbulence pour retarder le décollement à l'origine de la traînée de forme. La traînée de frottement représente l'essentiel de la traînée d'un obstacle mince. Plus la forme d'un objet s'écarte d'un objet mince, plus cette traînée de frottement devient petite par rapport à la traînée de forme, ou traînée de pression. Celle-ci est liée à la chute de pression à l'aval de l'obstacle. Dès que l'obstacle a une certaine épaisseur, une traînée de forme se superpose à la traînée de frottement, et cette première devient rapidement prépondérante sur un corps non profilé. Pour les très faibles écoulements, le fluide est accéléré à l'avant et ralenti à l'arrière. Selon le théorème de Bernoulli, la pression diminue puis augmente pour retrouver les mêmes valeurs qu'à l'avant. Plus précisément, sans viscosité, il n'y aurait pas de traînée. En effet, la viscosité maintient la cohésion du fluide et, lorsqu'elle devient négligeable aux écoulements relativement élevés, il se produit un décollement qui entraîne l'apparition de turbulences. Avec un corps non profilé symétrique, comme un cylindre, on obtient alors deux tourbillons. Tant que les tourbillons ne se détachent pas, ils restent enfermés dans une zone entourée par l'écoulement sain, où la viscosité du fluide est négligeable. Une manière de réduire la traînée consiste à solidifier cette zone par adjonction à l'obstacle d'un appendice. L'inertie d'un corps est sa résistance à une variation de vitesse. L'inertie dépend de la masse du corps. Plus celle-ci est grande, plus la force requise pour modifier le mouvement du corps sera importante. L'évolution a donné naissance à des animaux et des végétaux dont les performances aquatiques dépassent l'imagination. De nos jours, les scientifiques s'inspirent encore de leurs prouesses pour construire des bateaux, des sous-marins, des voiliers, des torpilles. Les poissons en général disposent d'une forme hydrodynamique qui leur permet de se déplacer le plus rapidement possible sous l'eau, soit pour échapper à un prédateur, soit pour chasser leur proie. On remarque d'ailleurs que les poissons les plus rapides, comme le poisson voilier, sont extrêmement hydrodynamiques, longs, fins et effilés. Les dauphins et les baleines glissent sans effort dans l'eau. Leur corps est modelé de sorte que rien ne perturbe l'écoulement de l'eau sur leur corps. Un hydrodynamisme parfait. Mais pour aller vite, l'hydrodynamique n'explique pas tout. Les cétacés ont un atout, leur peau. La vitesse le long du corps crée des turbulences qui freinent la progression. La peau des dauphins est creusée de sillons microscopiques qui guident les mini-courants d'eau le long du corps vers l'arrière, en éliminant jusqu'aux plus petits tourbillons. Les requins ont eux aussi une peau avantageuse. Elle est recouverte par des milliers de dents miniatures,
appelés denticules, qui drainent l'eau contre le corps du requin sans former de remous. Du coup, le requin nage vite et silencieusement. Les manchots, eux, ont en plus de leur hydrodynamisme extrêmement efficace, une méthode bien particulière pour échapper à leur prédateur attitré, le léopard de mer. Quand les manchots sont chassés par un léopard de mer sous l'eau, ils vont tenter de s'échapper en se propulsant hors de l'eau sur la terre ou sur la glace. Pour obtenir la vitesse nécessaire, ils relâchent les bulles d'air qu'ils avaient stockées précédemment dans leur plumage et qui vont former une sorte d'enveloppe d'air qui diminue considérablement la traînée du manchot et l'aide à accélérer rapidement. Le lotus, bien que ne se déplaçant pas dans l'eau, possède lui aussi des capacités aquatiques impressionnantes. Ses feuilles sont hydrophobes, c'est-à-dire qu'elles repoussent l'eau. La surface des feuilles est composée de poils microscopiques qui réduisent la surface de contact entre l'eau et la feuille, et donc l'adhésion de l'eau. Les scientifiques ont su tirer de la nature les solutions qui permettraient d'aller plus vite sous l'eau. On retrouve, par exemple, inspiré de la peau de requin, la Fast Skin, matériau développé pour la natation par la marque Speedo. C'est un maillot de bain dont le tissu et les coutures sont positionnés de manière à optimiser l'écoulement de l'eau le long du corps et ainsi à réduire la traînée. De grands progrès sont en train d'être faits au niveau de l'hydronautique. Les chercheurs sont en train de développer des résines qui auraient des propriétés super hydrophobiques et qui recouvriraient la coque, le moteur, le pont. Cela permettrait de limiter les traînées du bateau, celles qui résultent de la vague déplacée par la carène, partie immergée de la coque, et celles qui résultent de la friction entre la coque et l'eau. Par exemple, la société Ultratech International a créé la technologie Ultra Everdry, qui est un des produits de revêtement à propriétés super hydrophobiques. Dans le domaine militaire, les scientifiques ont utilisé pour la torpille Shkval le phénomène de supercavitation, qui permet à celle-ci d'atteindre des vitesses extrêmement élevées, environ 500 km/h. La cavitation est un phénomène qui se produit quand un liquide est accéléré à grande vitesse. La pression du fluide baisse. En effet, une zone de forte vitesse dans un fluide correspond à une faible pression. Et, quand la pression du liquide chute au-dessous de la pression de vaporisation, le liquide se vaporise. Il devient de la vapeur d'eau. L'eau se vaporise normalement à une température élevée. On peut donc faciliter l'apparition de ce phénomène en augmentant la température là où il se produira. Le plus souvent, la bulle de vapeur est éphémère. Son apparition élimine instantanément les conditions qui lui ont donné naissance. Il se produit donc une implosion de la bulle. Cette dernière peut être si violente que la bulle peut émettre une onde de choc dans le liquide qui permet de disperser ou de briser des particules solides ou encore éroder des surfaces solides. On peut remarquer, par exemple, une destruction des hélices de bateaux due à la cavitation. La supercavitation apparaît lorsque la quantité de cavitation est telle que de l'eau vaporisée se forme une bulle qui se referme derrière l'objet en l'entourant, ce qui élimine quasiment toute friction à sa surface et augmente donc considérablement sa vitesse. La supercavitation est utilisée comme une technique de propulsion sous-marine. Afin d'engendrer une supercavitation, il faut injecter un gaz chaud qui peut vaporiser l'eau à l'avant de l'objet. L'objet pénétrera continuellement dans ce gaz et cela formera un enduit gazeux réduisant le frottement de l'eau, augmentant donc sa vitesse. On va maintenant s'occuper de créer un modèle d'objet qui pourra aller le plus vite possible sous l'eau en rassemblant plusieurs méthodes. Afin de diminuer la traînée le plus possible, il faut que l'objet ait une forme entre la goutte d'eau et le cigare, que son poids soit réduit au maximum grâce à l'utilisation de matériaux composites comme la fibre carbone, ce qui permettra de contrer l'inertie. Enfin, il faudra également que la surface en contact avec l'eau soit parfaitement hydrophobe. Pour y arriver, on pourra se servir d'un revêtement à effet lotus, et pour réduire encore plus la friction, on pourra utiliser l'effet de supercavitation. Maintenant que nous avons résolu les contraintes mécaniques, nous allons nous pencher sur la question de la propulsion et de la direction. La manière la plus simple de propulser un objet sous l'eau est l'utilisation d'un moteur de type fusée, car dans ce dernier, le carburant est auto-oxydant, donc il n'y a pas d'apport d'oxygène extérieur nécessaire. Il est très efficace, de même que compact. Néanmoins, ce genre de moteur est très coûteux, sa vitesse peu variable et n'est pas réutilisable. Il conviendrait donc mieux à une torpille. Pour un usage plus régulier, on utilisera plutôt des turbines entraînées par un moteur à essence, car les moteurs électriques d'aujourd'hui ne sont pas encore assez puissants. Notre objet doit pouvoir se déplacer horizontalement, verticalement et se stabiliser dans l'eau. Le meilleur moyen pour déplacer un objet sous l'eau est l'utilisation d'ailerons. Ils devront cependant être adaptés à la supercavitation. Ce seront donc des ailerons à friction plutôt que directionnels. Ces ailerons augmentent la traînée d'un seul côté de l'objet, le faisant tourner de ce même côté. Si on désire tourner l'objet lors de la supercavitation, il
il faudra injecter plus de gaz d'un côté de la bulle. Il faudra donc un système d'injection de gaz adapté, répondant à cette contrainte. À cela, on ajoutera une quille et des ballasts. Ces derniers serviront à compenser la perte d'essence. Pour résumer, notre objet incorporera une forme hydrodynamique, des matériaux composites, un système d'injection de gaz permettant d'utiliser la supercavitation, un revêtement hydrophobe, un moteur de fusée pour une torpille ou un moteur à essence pour un usage régulier, des ailerons à friction, une quille et des ballasts. Le modèle que l'on propose pourrait avoir plusieurs types d'utilisation dans la vie réelle. Il pourrait être utilisé dans le domaine militaire, en tant qu'une torpille similaire à la torpille Squall, ou en tant que sous-marin ultra rapide, dans le domaine du commerce, pouvant transporter des marchandises ou même des personnes, ou encore dans le domaine de la recherche, pour explorer l'océan comme font les planeurs. Bien sûr, les dimensions de l'objet devront être modifiées et recalculées pour mieux accomplir la tâche conférée à notre modèle, mais le principe restera le même. Depuis longtemps, l'homme cherche à aller toujours plus loin, toujours plus vite. Ce projet explore la vitesse sous l'eau dont la limite n'a pas encore été atteinte. En puisant dans les méthodes que la nature nous fournit et en s'inspirant des découvertes scientifiques et militaires, nous avons modélisé un objet qui pourrait théoriquement battre les records de vitesse. Bien sûr, ce projet est entièrement théorique. Nous n'avons ni les matériaux, ni les moyens de créer cet objet et de tester ses capacités. Mais qui sait, un jour peut-être les scientifiques développeront un objet similaire. Seul le temps nous le dira.